Bonjour à tous et bonjour à toutes. Une vidéo apaisée après mon avant-dernière vidéo qui s'est révélée un petit peu échevelée, mais j'en avais vraiment ras-le-bol. Et c'est quelque chose que je porte depuis, j'ai 52 ans, depuis 47 ans peut-être. Ces schémas sur l'homme, sur la femme, ce que chacun doit être, sur ce qui est censé être féminin, censé être masculin, mais que de bêtises on a pu entendre, on a pu dire, on a pu suivre même. Hein. Alors là, il y a un peu de bruit exceptionnellement dans la rue, puisqu'il y a le bus qui est passé, il y a un petit bus qui passe, et quelques voitures. Hein. Ce n'est pas le calme absolu, j'aurais peut-être dû me placer de l'autre côté de la maison. Alors, donc je vais aborder le point numéro 16 des 20 critères dont je vous ai abreuvé depuis plus d'un mois. Alors, le critère numéro 16, c'est la psychorigidité des pervers narcissiques. Alors, le pervers narcissique croit détenir la vérité, avec un grand V. Il est incapable de remettre cette vérité en question, puisque lui-même ne peut pas remettre en question son mode de vie, son comportement. C'est trop dangereux pour lui en fait. Hein. Il n'est pas ouvert au dialogue, il n'est pas apte au développement d'une intelligence créative. Il ne peut pas en fait faire des liens entre les différents points de vue. En écoutant les autres, en écoutant différentes personnes, il pourrait faire des liens. Il pourrait développer autre chose, aborder d'autres points de vue, être influencé positivement par ces points de vue, parce que même quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, j'étais pas d'accord avec Chantal sur un des messages à un moment donné, alors que généralement j'étais d'accord avec elle, mais là je n'étais pas d'accord sur le fait, par exemple, comment dire, les thérapeutes qui ont pignon sur rue, les psychiatres, les psychologues cliniciens, hein, détenaient la vérité. Moi, j'étais pas, je ne me base. Effectivement, la probabilité qu'ils détiennent la vérité est plus forte que le commun des mortels qui n'a jamais étudié la psychiatrie, la psychologie, bien évidemment. Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, de soignants qui étaient mauvais, hein, avec moi du moins, ils n'étaient pas adaptés à moi. Comme le signale d'ailleurs quelqu'un à l'issue d'une de mes vidéos, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Ou alors c'était des gens usés. Mais globalement, même si on peut leur accorder une certaine confiance, il ne faut pas leur accorder une totale confiance. Hein, voilà. Il faut toujours garder l'esprit en éveil. Et cette idée-là, ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser au fait qu'il ne fallait pas insister quand quelqu'un développait un point de vue auquel on n'adhérait pas. Donc je n'adhérais pas à son point de vue, mais ce n'est pas la peine de continuer sur cette lancée, puisqu'on ne serait probablement pas arrivé à une conclusion heureuse, ça n'aurait fait qu'envenimer les choses, donc je dis, je laisse tomber, et voilà. Et ça m'a fait penser à l'attitude que j'ai de plus en plus avec les personnes manipulatrices, je laisse tomber. Quand je ne laisse pas tomber, c'est que je ne suis pas sûr de moi. Mais maintenant, globalement, j'ai vite fait de voir. Et d'ailleurs, conséquence de ce comportement, je me conduis avec ces personnes manipulatrices de façon ordinaire, comme avec tout le monde finalement, puisque ne pas les saluer, ne rien leur dire, c'est déjà considérer qu'ils ont un impact sur nous. Donc il faudrait faire comme si de rien n'était. Parler de banalité, dire bonjour, et puis c'est tout, quoi, voilà. Et c'est l'option que j'ai prise depuis quelque temps avec tous ces gens-là, hein, voilà. Donc on n'entre pas dans des conversations personnelles, on ne contre-manipule pas non plus, parce que je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là, je saurais le faire, mais je ne le fais pas, et je préfère adopter une attitude neutre. Alors je reviens au 16e point sur la psychorigidité de nos chers pervers narcissiques. Donc ils ne sont pas capables de faire des liens entre différents points de vue puisqu'ils n'écoutent pas réellement les points de vue. Ou alors s'ils les écoutent, c'est une manière de manipuler la personne qui est à l'origine de cet avis, de ce point de vue. Comme il refuse toute introspection, comme il refuse de réfléchir à lui-même finalement, il n'apprend rien de son expérience. C'est-à-dire qu'on a constaté que les pervers ont tendance à reproduire le même schéma avec tout le monde, même si ça n'a pas marché finalement, parce qu'au bout d'un moment, la plupart échouent. Enfin, la plupart. Ceux que j'ai connus avec moi, ils ont échoué, quoi. Enfin, les premiers
n'ont pas échoué, puisque je ne comprenais pas le problème. Donc forcément, je ne pouvais pas... je pensais que c'était des gens extrêmement timides, extrêmement perturbés, mais qui n'étaient pas forcément pervers, parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Hein. J'ai compris seulement à partir de 2007-2008. Hein. D'ailleurs, cette perversion narcissique entrait en contradiction avec ce que j'avais appris en psychologie sociale expérimentale, en psychologie génétique, cognitive, puisque dans ce type de psychologie, pour faire vraiment simple, pour résumer les choses, c'est plutôt la situation contextuelle qui aura un impact sur la personne, et ce n'est pas tellement la personnalité qui va primer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le contexte dans lequel se trouvent les personnes, c'est important. Hein. Et donc j'avais cet aspect-là dans ma tête, et je me disais, c'est à moi de me remettre en question. On m'avait enseigné pendant des années que le contexte était extrêmement important. Une personne pouvait être agressive parce que le contexte avait favorisé cette agressivité. Voilà, par exemple. Hein. Donc, le pervers narcissique a un cerveau obsédé par la conquête du pouvoir. Donc, il va chercher la meilleure façon de manipuler, ce qui ne lui ouvre pas l'esprit. Hein. Il n'y a pas de remise en cause de ses conceptions. Enfin, si, il va essayer de remettre en cause sa façon de manipuler, peut-être, hein, mais c'est tout. Voilà. Et il va exercer, du fait de sa psychorigidité, un contrôle sur la manière d'être des autres. Hein. Par exemple, moi j'ai connu un pervers narcissique qui me disait ne prends pas cet air de chien battu, c'est peu viril. Ça veut dire quoi être viril? Je lui demandais. Il levait les yeux au ciel, quoi. Enfin voilà, mais c'est con. Qu'est-ce que ça veut dire d'être viril déjà? Ça n'a aucun sens. Selon notre société patriarcale, d'avoir une grosse voix et d'être un connard, effectivement, je n'étais pas viril. Hein. Je ne suis pas une lumière, enfin je ne suis pas un gros abruti quand même. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Il contrôle même les déplacements des personnes, donc la manière d'agir aussi. Hein. On est toujours en faute avec eux. Voilà. Il est persuadé, le pervers narcissique, que le monde est mauvais. Donc, il ne va pas s'ouvrir aux autres. L'autre va être perçu comme un ennemi ou alors quelqu'un qui peut satisfaire son besoin. Il va, en fait, au lieu de s'ouvrir à la communication, à l'échange réel, il va s'ouvrir à la manipulation. Il va chercher la meilleure technique pour manipuler la personne. Il croit d'ailleurs, le pervers narcissique, avoir survécu grâce à sa dureté, à son refus de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité et la sensibilité, ce sont des éléments, des choses qu'il considère comme étant l'aspect féminin. Je n'épiloguerai pas là-dessus, rassurez-vous, je ne vais pas encore hurler. L'aspect féminin des choses, et dans une société patriarcale, les aspects féminins n'en sont pas forcément à l'honneur. Et en fait, il y a une cause à tout ça, c'est que le pervers narcissique refuse de revivre tout ce qu'il a souffert par le passé, et en réfléchissant à tout, à lui-même, à ce qui lui est arrivé, à sa souffrance passée, ça serait une manière justement de la digérer et de passer à autre chose, et justement de s'en sortir, mais il n'en est pas capable. Bon, après, les causes de la perversion narcissique, moi je ne suis absolument plus d'accord avec ces conceptions d'un autre âge par rapport à l'enfance, des stades. Pour moi, ça renvoie au sexisme, c'est du sexisme, de l'homophobie même, hein, disant que les homos seraient arrêter un stade anal, enfin des trucs que j'ai pu lire, mais j'espère que ce ne sont plus des conceptions hein, qui ont cours, j'espère. C'est très grave, sinon c'est très très grave. Hein. Si encore des gens croient ça, c'est lamentable. Et ça explique aussi l'homophobie. Hein. En réalité, donc, cette psychorigidité qui l'empêche de s'engager finalement dans un vrai dialogue et donc de créer des liens d'attachement, des liens affectifs, des vrais liens, c'est une manière de cacher une souffrance inconsciente et une grande vulnérabilité liée finalement à une absence d'identité, peut-être pas une absence d'identité complète, mais une identité qui n'est pas terminée. Sachant que l'identité, même une personne qui n'est pas perverse narcissique, qu'est-ce que c'est l'identité? Il faudrait vraiment définir ce que c'est que l'identité.
Moi, si on m'enlève un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'outils, finalement, si on me prend tel que je suis, c'est-à-dire que quand on a tout oublié, la culture c'est ce qui reste, qu'est-ce qui resterait une fois que j'aurais tout oublié finalement, où j'aurais plus tous les oripeaux pseudo-culturels ou culturels, livresques, comment dire, émotifs par rapport à mes opéras, à mes films, à mes acteurs, à mes actrices, à mes roses, à tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va être le noyau de ma personnalité finalement? J'aimerais le savoir finalement, on aimerait savoir qu'est-ce qui resterait une fois que je serais mise à nu, finalement déshabillée. Et tout le monde peut se poser cette question. Donc là, c'est quelque chose que je lance comme ça. Je ne sais pas quel est le rapport finalement avec les pervers narcissiques, mais cette notion d'identité, il faudrait peut-être la creuser un peu. Et je trouve que je fais des vidéos qui manquent de rigueur scientifique, puisque je suis en train finalement, depuis quelque temps, de revenir à mes chères études et de voir à quel point j'étais content d'avoir cette approche scientifique des phénomènes. Quelque chose qui m'a vraiment marqué, sur lequel on a beaucoup insisté au cours de mes études, c'est d'éviter de tomber dans le biais de confirmation d'hypothèses. Par exemple, quand on est face à un pervers narcissique, il faudrait, si on suit ce précepte, essayer de démontrer qu'il ne l'est pas. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête, ce biais de confirmation d'hypothèse, mais on se met quand même en danger en ayant cette approche scientifique. Et là, dans certains cas, je dirais, il faut avoir une approche scientifique des phénomènes. Ces cas, je ne vais pas vous les énumérer, mais je pourrais le faire éventuellement, je pourrais vous donner quelques exemples. Et dans d'autres cas, il faut faut laisser tomber l'aspect scientifique des choses et en faire appel à son intuition. C'est ça le problème. Ça veut dire que moi je suis un peu en porte-à-faux. Je suis à la fois attiré par ce qui est scientifique, même si je suis plutôt littéraire, par une rigueur qui évite de dire de trop de bêtises, trop d'âneries. Et d'un autre côté, je sais que si je suis trop comme ça, je vais être la proie de gens malveillants qui vont dire, tiens, celui-là, pendant qu'il réfléchit, on va en profiter pour le harponner. Voilà, bon, voilà le fruit de mes réflexions sur la perversion narcissique, sur la méthode expérimentale, sur l'intuition et sur la psychorigidité. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.